Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Africa Newsroom sur Africa 24. Le président Alassane Ouattara devrait entamer un quatrième mandat à l'issue de sa réélection à 89,77% des suffrages exprimés lors du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025. Pour débattre des défis du nouveau quinquennat du président réélu, nous avons avec nous sur ce plateau Alafé Ouakili, fondateur du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Christophe Kwame, analyste politique, expert en gouvernance démocratique et politique publique. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame et merci. C'est nous. Boubacar Koné, analyste politique. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier. Bienvenue sur ce plateau. Merci à vous de m'inviter. Je vous invite à suivre ce reportage sur l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 25 octobre dans cet élément de la rédaction. Le président sortant Alassane Ouattara remporte les élections présidentielles ivoiriennes du 25 octobre 2025 à 89,77% des voix, suivi de Jean-Louis Billon avec 3,09% des voix, Simone Eivé Gbagbo avec 2,42% des voix, Awa Domelo avec 1,97% et Henriette Lagou avec 1,15% des voix. À l'issue des résultats proclamés ce 25 octobre par la CEI, la Commission électorale indépendante. Dans la région du Nord, Alassane Ouattara a réussi à faire carton plein avec un pourcentage dépassant les 90% dans l'ouest du pays et dans les bastions de l'opposition. Il récolte plus de 80% des voix. Le taux de participation selon la CEI s'élève à 50,10% contre 53,90% en 2020. Alassane Ouattara, 83 ans, élu en 2010, réélu en 2020, rempile pour un quatrième mandat à l'issue de ce scrutin présidentiel de 2025 qui s'est déroulé globalement dans le calme avec des incidents isolés, notamment dans les bureaux de vote vandalisés dans l'ouest du pays. La commission électorale indépendante aura 3 jours pour transmettre les résultats au Conseil constitutionnel qui, lui, aura 7 jours pour les valider. C'était l'élément sur la proclamation des résultats du scrutin présidentiel du 25 octobre qui a donné pour vainqueur le président Alassane Ouattara avec 89,77% des voix, suivi de Jean-Louis Billon, 3,9% des voix, Simone Eivé Gbagbo, 2,42% des voix. Alafé Ouakili, comment interprétez-vous la réélection du président sortant? J'interprète comme une évidence, hein, dans la mesure où aucun des autres candidats n'a bénéficié des ralliements ou de soutien massif des partis politiques majeurs n'ayant pas pu participer à l'élection. Donc, ce qui intéressait, c'était de voir le taux de participation. Il a passé la barre de 50%. Donc, j'analyse cela comme étant une situation sans surprise qui devait arriver. Maintenant, ce qui était important, c'était, n'oublions pas que l'élection s'est tenue dans un contexte particulier et qu'il n'était même pas évident que l'élection se tienne. Aujourd'hui, les gens ont beau jeu de vouloir spéculer sur le taux de participation, sur les conditions de son organisation, mais ceux qui le font ne doivent pas oublier que leur objectif était que l'élection n'ait pas lieu. Et voilà, leur objectif était que l'élection n'ait pas lieu. Donc, tous les autres commentaires ne doivent pas oublier que des gens ont travaillé activement, de façon forte et violente, à ce que l'élection n'ait pas lieu. Ils n'y sont pas parvenus, donc tout autre commentaire qu'ils font doit intégrer le fait qu'ils ne souhaitaient pas que l'élection ait lieu. Donc, le premier commentaire à faire est de prendre acte de ce que l'élection a eu lieu, avant éventuellement de dire d'autres choses. Christophe Kwame, un scrutin gagné d'avance pour le parti au pouvoir qui, au regard des premiers résultats des votes, a remporté plus de 80% des suffrages. Quand nous analysons, nous voyons que c'est le manque de stratégie, je dirais, de l'opposition, c'est comme ça que nous l'analysons, qui a ouvert la voie au président sortant. On analyse que le président sortant a eu un temps long, je dirais de 15 ans, plus le mandat actuel. Mais au-delà de ça, on constate que l'opposition,
était divisé en termes de stratégie. 2, l'opposition aurait pu, les deux grands partis qui n'avaient pas leurs représentants dans la course, auraient pu appeler à voter leur transfuge, M. Jean-Luc Billon d'une part et M. Awa Domelo d'autre part. Cela n'a pas été le cas. Et les appels étant tellement croisés, certains disaient qu'il fallait voter pour avoir des bulletins nuls pour sanctionner, d'autres disaient qu'il ne fallait pas voter et il y avait des appels à la mobilisation contre le vote. Donc tous ces éléments-là, contrastés en face au sortant, comme Alafé vient de le dire, qui a mis tout en œuvre pour que l'élection ait lieu, on peut dire que l'organe chargé des élections, tant bien que mal, qui a sécurisé la logistique, qui a permis vraiment d'avoir que des incidents isolés. En plus, il y a eu une forte participation des observateurs nationaux et internationaux. Ensuite de cela, il y a eu une médiatisation. Je n'ai pas entendu qu'un média a été bloqué dans le cadre de ces travaux pour ces élections. Pour 2020, on en a eu quelques-uns, mais cette fois-ci, rien. Donc, en mettant tout ça ensemble, on pense que la Côte d'Ivoire a fait un bond, je dirais, en termes d'élection. Un bond, et donc, on peut le mettre au crédit de la qualité, je dirais, de l'organe en charge des élections et, je dirais, du gouvernement qui a mobilisé ce qu'il fallait, 44 000 agents des forces de l'ordre, il fallait le faire pour obtenir ces élections-là. Je termine sur le fait de la CEI, qui était au centre des critiques. Nous constatons que la CEI a bien, je dirais, digéré les critiques. Si vous regardez le dernier mois, la CEI a été très proactive. Chaque fois qu'il y a eu un problème, la CEI a pondu un communiqué pour apaiser les citoyens, même si le communiqué était interprété différemment en fonction des camps. Elle a fait son travail, elle a suivi, elle a fait ce que nous, dans notre jargon, on appelle la transparence, en donnant la réponse de ce que les citoyens attendaient. Donc ces éléments-là, il faut les verser au crédit d'une évolution que nous devons capitaliser pour le futur. Michel Betta, quels éléments selon vous ont structuré le vote? Le bilan, le leadership, la continuité ou la stabilité? Non, il faut le dire, ce vote-là a eu lieu dans un contexte tendu, contrairement à ce que certains pensent. Il n'y a personne qui ne voulait pas qu'il y ait des élections, mais les élections sont faites dans un contexte où des candidats significatifs capables de compétir contre le président sortant ont été écartés. Il était normal que leurs partisans fassent tout pour qu'ils soient réintégrés dans le jeu politique. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, pour cela, on ne peut pas le leur en vouloir. Il a fallu que d'autres avant eux, je parlais des partisans de Ouattara, quand il a été exclu, ils se sont battus pour que leur candidat soit réintégré dans le jeu électoral au point qu'il est aujourd'hui président. Donc, pris sur ce stand-là, je crois que tout le monde a participé aux élections. Malheureusement, on a eu des échauffourées dans certains endroits. On va mettre la tenue du scrutin au bénéfice de tous les Ivoiriens, de tous les concitoyens, parce que, faut le dire, c'est vrai que certains ont appelé leurs partisans à ne pas prendre parti pour tel, mais ils ne sont pas opposés physiquement au vote. Ils ont dit qu'ils ne s'opposaient pas physiquement au vote, ils l'ont dit. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand les élections sont déroulées, dans ce contexte que nous avons pu voir, il faut faire en sorte que ça ne se répète plus. Vous savez, moi, quand souvent je pense à la Côte d'Ivoire, je dis, mais on a vécu des contextes électoraux assez tendus depuis toujours. En 2020, on a eu près de 100 morts. Aujourd'hui, on a 700 personnes en prison. Qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas que cela se répète? C'est toute notre équation. Ce n'est pas de jeter l'anathème sur tel ou tel. Parce que si on veut s'en tenir à cela, hier, d'autres ont contesté des résultats, d'autres se sont braqués contre des élus, des présidents élus. Mais ce n'est pas ce spectacle qu'on veut offrir aujourd'hui aux Ivoiriens. Il faut aller à un autre niveau. Moi, je pensais que cette élection serait un test de maturité démocratique pour la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Espérons que les législatives qui arrivent, on fasse en sorte que tout le monde puisse participer et qu'on voit le meilleur vainqueur, celui que les Ivoiriens veulent vraiment. Parce que là, on a 50% de personnes qui n'ont pas participé. Il ne faut pas l'oublier. Boubacar connaît un taux de participation du scrutin qui s'est élevé à 53%. Autant pour moi, 50,10% pour 2025 contre 53% en 2020. Faut-il ici évoquer
comment je vais dire, un manque de participation de la part des citoyens ou Oui, Marcel, il faut constater déjà qu'il y a une baisse depuis 2010 de 81,10% en 2010. Nous chutons jusqu'à 50,10% en 2025. Pendant ce temps, le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale continue de grimper. Donc ici, le constat, il est simple. Pendant que les électeurs inscrits sur la liste électorale augmentent, le nombre augmente, le taux de participation diminue. Donc, qu'est-ce qu'il faut constater? L'analyse est simple. Il y a une lassitude, il y a un manque de confiance aux politiques. Et donc, chose doit être faite de sorte à donner la confiance aux électeurs pour que ceux-ci aillent voter, surtout que le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. On peut bien s'inscrire et ne pas aller voter. Donc, le taux de participation diminue au fur et à mesure. Il faut intéresser, il faut que la population s'intéresse aux élections. D'ailleurs, pour le recensement sur la liste électorale, la CEI a dû ajouter une semaine supplémentaire pour que les gens viennent s'inscrire, pour dire que les gens ne courent pas pour aller s'inscrire sur les listes électorales, encore moins pour le vote. Donc la confiance doit être établie entre les populations et tout ce qui est processus électoral. Alafé Wakili, ce taux reflète-t-il une mobilisation convaincue des électeurs ou une participation de routine? Je pense qu'il faut relativiser un peu la question du taux. Il y a la moyenne de participation qui est basse par rapport à 2020, mais il y a plus d'électeurs, plus d'Ivoiriens qui ont voté en 2025 qu'en 2020. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut noter. Il y a plus d'Ivoiriens qui sont allés voter qu'en 2020. Cette année, quand on regarde la population électorale, il y a environ 4 200 000 Ivoiriens ou 250 000 qui ont voté. Et le président Alassane Ouattara a eu plus de suffrages en 2025 qu'en 2020. Bien entendu, le reste, c'est ceux qui n'ont pas eu leur candidat voter. Et une partie, rien n'est dit que tout, parce qu'on n'aurait jamais eu une élection à 100%. L'élection la plus forte a été 81% en 2015. Peut-être on aurait eu 80% en 2010. Peut-être on aurait eu 80% ou 85%. Donc, le reste, là, c'est 35%. n'est même pas suffisant pour faire basculer. Ça aussi, il faut le dire. C'est ceux qui n'avaient pas leur candidat, qui n'étaient pas intéressés par l'élection, qui voulaient bloquer l'élection. C'est la plus grosse partie qui n'est pas partie. Donc, c'est normal que le taux de participation soit 50,10%. Étant entendu qu'il y avait deux candidats ou plusieurs, il y avait Assalé Tiemoko qui a ses électeurs, il y avait Vincent Tobi, il y a Tidiane Thiam, il y a Laurent Gbagbo, au moins 4, il y a Alpha Nguessan. Donc, le reste là, de ceux qui allaient voter, il faut partager ça entre eux. Donc, ça ne pouvait pas toucher, sans oublier qu'il y a peut-être des pro-Ouattara ou RHDP qui ne sont pas allés voter en se disant c'est gagné. Donc, il ne faut pas considérer que les 49%, 90% qui n'ont pas voté auraient tous voté à 100%, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas considérer que ce lot-là était forcément des adversaires de Ouattara, en oubliant qu'en suffrage, il y avait plus d'Ivoiriens qui ont voté. Est-ce que je voulais ajouter? Boubacar Koné, je reviens encore vers vous. Le scrutin s'est déroulé de façon calme, généralement de façon calme. On a eu aussi la mission des observateurs de l'Union africaine CEDEAO, conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Par ailleurs, ce scrutin a été boudé par une partie de la population. Donc ici, est-ce qu'il faut évoquer justement un désintérêt ou un manque de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai, il y a des missions qui ont été menées. Nous aussi, nous avons mené une mission. Mais cette mission que nous avons menée, je vais d'abord parler de la mission qu'on a menée. Elle a duré depuis la période des révisions de la liste électorale. Depuis le 19 octobre 2024, nous avons mené des missions pour voir sur le terrain comment est-ce qu'on faisait les enrôlements sur les listes électorales. En ce moment-là, il y a des partis politiques qui ne sont pas intéressés à emmener leurs partisans pour aller s'inscrire sur les listes électorales.
Et ensuite, il y a eu la période des parrainages. Et là aussi, il y a eu, dit-on, d'après nos institutions, des inscriptions qui ont été mal faites avec des cartes nationales d'identité, avec des faux numéros. Donc tout le monde a participé aux élections pour aller dans le même sens que Michel Betta. Ces deux partis-là ont fait partie des élections présidentielles. Seulement, c'est la dernière partie, il fallait valider les candidatures. Et là, en ce moment-là, il y a deux grands partis, dont le PPACI et le PDCI, qui n'ont pas participé. Mais en gros, tout le monde a participé. Alors, donc, c'est la confiance qui doit être établie entre la population et tout ce qui est joute électorale. Pour cela, il faut une formation, il faut une éducation civique, il faut appeler les sociétés civiles à mener les actions pour qu'il y ait plus d'engouement pour les choses électorales. Oui, réaction. À la suite de M. Boubacar, dire aussi que il y a plusieurs cas qui peuvent expliquer un peu ce taux de participation en baisse, au-delà de la remontée du candidat sortant, c'est-à-dire le président élu actuellement au vu des résultats provisoires. On peut donner le cas d'Abobo, qui est un fief du RHDP, dont le taux était bas relativement à la mobilisation que nous avons vue en préélectorale. Ça s'explique parce que, M. Alafé vient de dire, beaucoup de personnes pensaient que l'élection était déjà pliée. Donc, se déplacer, surtout que les grosses têtes n'étaient pas sur la liste. Mais on peut aussi expliquer quand même qu'il y a une certaine lassitude. Les jeunes et les femmes que nous avons rencontrés en parcourant toute la Côte d'Ivoire, les jeunes se plaignent de plus en plus. Je rappelle qu'ils sont autour de 70-75%. Il y a la loi des quotas qui a fait revenir les femmes dans le jeu politique et cette loi n'est toujours pas appliquée. Donc, ces deux franges-là, de jeunes et de femmes, sur la base d'une certaine lassitude politique, ont une désaffection. Il y a aussi les clivages politiques anciens qui entretiennent la méfiance envers le système, je l'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis du système électoral. Beaucoup ont discuté, beaucoup ont dit que le système n'était pas bon. Et aussi, il y a le déséquilibre territorial. On constate aussi qu'il y a des participations très élevées dans des zones rurales très stables et puis plus faibles dans certaines grosses agglomérations. Il y a eu le cas de Cocody où il y a eu 19% de participation. Mais je retiens, pour avoir été observateur électoral depuis une vingtaine d'années, pour avoir été même observateur senior, nous, on pense que cette élection, si on doit la noter, témoigne pour nous d'un retour progressif à la normalité démocratique. Parce qu'en réalité, le climat de paix civile a été quand même plus ou moins relativement préservé. C'est ça, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu des incidents, mais tous ceux qui sont observateurs électoraux, vous avez entendu la conclusion de la CEDEAO, l'Union africaine, il y a une phrase qui revient, ces incidents ne pouvaient pas entacher la qualité. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a des incidents, mais c'est le taux des incidents ou la quantité des incidents qui peuvent entacher la crédibilité des résultats. Dans le cas précis, que ce soit en tant qu'observateur individuel ou membre de la société civile, on s'aligne avec l'Union africaine, la CEDEAO et tous les observateurs. J'ai le rapport du Conseil national des droits de l'homme, qui est notre institution, je dirais, supérieure en tant que défenseur des droits de l'homme, qui, le Conseil aussi, a conclu des incidents, a listé le nombre d'incidents, leur survenue et leur quantité, et a conclu que ces incidents ne pouvaient pas entacher. Donc, nous, on s'en tient à cela. Michel Betta, quelle réforme pourrait encore renforcer la confiance électorale, selon vous? Non, la première des réformes, c'est de rendre le jeu compétitif, ouvert. Parce que, vous savez, on nous dit souvent que le président Ouattara a eu un score un peu plus élevé que ce qu'il a eu en 2020. Mais il faut le dire, le collège électoral aussi a été largement augmenté parce qu'en 2020, nous étions à 6 millions d'électeurs, presque. Aujourd'hui, nous sommes à 8 millions et plus. Donc, pris sur la base, sur cette base-là,
c'est la compétition qui n'est pas ouverte. C'est ça le problème. Parce qu'on dit, ben, les autres candidats auraient pu reporter leur voix sur d'autres. Mais quand on veut reporter, il y a un minimum de confiance, il y a un minimum de rapport, il y a un minimum d'agrément, d'accord qu'on met en place. Aujourd'hui, on a empêché certains candidats de pouvoir candidater et non des moindres, des partis significatifs. Il y a quelqu'un qui me disait que dans certains pays, on ne pourrait même pas imaginer que des candidats des partis significatifs ne puissent pas compétir. Ouais, ça, c'est des choses, vraiment, il faut qu'on arrête cela. On l'a fait hier, on a vu les conséquences. Aujourd'hui, on ne peut pas le répéter et puis penser qu'on puisse avoir d'autres résultats que la contestation. C'est ça aussi, il faut un jour qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Et je vais plus loin pour dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le processus, c'est vrai, le vote, ce n'est pas seulement un acte administratif, c'est une légitimation populaire. On a vu que les populations ne sont pas sorties comme il se devait. On aurait ouvert la compétition, qu'on aurait vu des attroupements, qu'on aurait vu la massification autour des bureaux de vote. On aurait vu cette population-là sortir nombreuse pour voter. Et la dernière chose, le climat de peur qui a été instauré. Depuis quand dans une élection, on fait sortir presque toutes les fautes de 44 000, mais ça ne peut que je veux dire, dissuader ceux qui veulent sortir. Je dis, mais attends, quand on sort ça, ce n'est pas pour créer un climat de confiance, c'est pour créer un climat de peur. Et ce climat de peur-là a eu des effets sur la volonté des Ivoiriens d'aller s'exprimer dans les urnes. Bref, tout cela mis ensemble, il faut qu'on corrige notre processus pour que nos populations puissent aller à un moment de scrutin, en toute quiétude, voter et exprimer leur volonté de voir tel ou tel être à la tête de l'État. C'est cela qui sera notre confiance au scrutin. Monsieur Koné, avant de... Oui, je pense que je suis à moitié d'accord avec Michel. Il y a aussi que des partis politiques ont eu un langage très violent. Et ça aussi, ça a créé une peur chez les électeurs. Il n'y a pas que les 44 000 soldats qu'on a mis sur le territoire pour sécuriser les élections. Il y a aussi le langage violent qui s'est propagé sur les réseaux sociaux un peu partout. Il y a même certains qui ont même dit qu'il n'y aurait pas d'élection, qu'on n'irait pas d'élection. La preuve, il y a eu des bureaux de vote qui ont été saccagés, des urnes qui ont été emportées dans certains endroits. Je pense que c'est ce langage-là aussi qui a freiné certains à aller déposer leur bulletin dans l'urne. Alafi? Moi, je voulais faire une précision au sujet d'Abobo pour dire que le taux de participation de 40% à Bobo correspond à 160 000 électeurs qui ont voté Alassane Ouattara. 160 000 électeurs ont voté Alassane Ouattara. Qui ont voté Alassane Ouattara. En 2010, au premier tour, ils étaient 130 000. C'est-à-dire avant que les 50 000 électeurs du président Bédié se reportent sur le président Ouattara en 2010 pour faire 180 000. Au premier tour en 2010, Alassane Ouattara a eu 130 000 électeurs, un peu plus. Cette année, il a eu 160 000. Je ne comprends pas le procès qui est fait au taux de participation à Bobo. Parce que ceux qui n'ont pas voté, c'est les partisans de l'opposition, c'est normal, ils n'ont pas leur candidat. On n'allait pas demander que Ouattara fasse 100% à Bobo, ce n'est pas possible. Donc, il a eu 160 000. Et comme je dis, parmi d'autres électeurs à Bobo, comme il a dit, c'était déjà gagné. Donc, il a des partisans qui ne sont pas sortis. Donc, il a progressé par rapport à un premier tour de 2010. Ça, il faut le noter. Là, je tenais à le dire. Ensuite, Kandia Camara elle-même, elle est élue maire d'Abobo avec 50 000 voix il y a 2 ans. Abobo se mobilise pour Ouattara, il a 160 000. C'est un cri au scandale. On dit que le taux de participation est bas. Le grand personnage, Ahmed Bakayoko, il est élu à Bobo maire avec 70 000 voix. Bon, je donne des approximations, mais c'est ça. Je m'en vais à Yopougon. Le président de l'Assemblée nationale a été élu il y a 2 ans avec 60 000 voix. Le président Ouattara a eu 3 000 voix. À Yopougon, le taux de participation est de 30% parce que les gens considèrent que ce n'est pas le fief de Ouattara ou du RHDP. Ils ne disent rien, alors que c'est 30%, à Bobo c'est 40%. Pourquoi veut-on que Alassane Ouattara, quand on dit c'est le fief du RHDP, il y a aussi, on oublie que oui, le RHDP a dirigé la commune pendant plusieurs années, mais à l'époque, sur la base du soutien majoritaire à un tour. Au premier tour, il gagne.
peut-être 35-40%. C'est le chiffre qu'on a eu là. C'est ce qui faisait que c'était le fief du RHDP et non 70 ou 80% forcément. Moi, je n'ai pas envie de polémiquer avec Michel Betta. Comme il a dit, tout le monde a participé au vote. La victoire a plusieurs paix. Je pense pas. Il est dans un élan de réconciliation. Mais vous voyez que lui, il est dans le passé. Il est dans ce qui n'a pas marché. Il dit tout le monde a participé à l'élection. Nous, on veut ceux qui souhaitaient l'élection, qui estiment que ce qui a été fait n'est peut-être pas parfait, mais est imparfait, voudraient avancer. Mais lui, tout son narratif, c'est le passé. Or, si on répond, on va discuter. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de cette émission. Allez, nous allons marquer une courte pause. Et pour relever les griefs de chacun dans ce pays-là. Il faut en sortir. Il faut en sortir parce que chacun a sa part de drame, chacun a eu sa part d'imposture, chacun a eu sa part de menace sur la Côte d'Ivoire. Pas une seule partie. Donc, pour être crédible, il faut dire ce que chaque citoyen a fait comme mal à la Côte d'Ivoire. Autrement, on ne trouvera pas de bonnes solutions. Merci, messieurs. Nous allons marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de nos invités du jour, Alafé Wakili, fondateur du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, Christophe Kwame, analyste politique, expert en gouvernance démocratique et politique publique, Boubacar Koné, analyste politique, Michel Betta, fondateur du quotidien Le Bélier. Nous traitons dans cette deuxième partie de l'émission des défis sociaux, économiques et sécuritaires qui attendent le président réélu. Christophe Kwame, les défis qui attendent le président réélu pour ces 5 prochaines années sont traités justement dans cette deuxième partie de l'émission. Quelles seraient selon vous les premières actions concrètes à mener par le président élu alors que le pays vise une réduction du taux de pauvreté à moins de 20% d'ici 2030? En réalité, le défi de gouvernance économique, sociaux et environnementaux sont très élevés. Là, vous me donnez le taux de pauvreté. Pour traiter la pauvreté, il faut traiter la gouvernance en général et surtout la bonne gouvernance. Vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a lui-même publié que autour de 1400 milliards de francs CFA étaient détournés dans le cadre des études de la corruption en Côte d'Ivoire. Donc, ce défi macroéconomique est le premier que le président doit aborder si tel est qu'en 2030, on veut descendre à 20% du taux de pauvreté. Mais madame, bien avant les défis économiques, nous pensons qu'aujourd'hui, à ce stade, une des priorités sera ou devrait être la préservation de la stabilité politique. Parce que sans stabilité politique, sans gouvernance inclusive, sans réparation du tissu social fragilisé, sans gérer tout cela, on ne peut pas mettre en place un programme gouvernemental de l'économie. Mais les deux peuvent se faire en même temps. Pour nous, atteindre 20% de taux de pauvreté voudrait dire que l'État de Côte d'Ivoire et le président élu devaient s'attaquer à l'école, essayer d'associer les études à de la profession. Tout le monde a déjà fait le diagnostic, on le sait. Ensuite, il y a l'accès à la santé qu'il faut améliorer parce que sans santé, pas de bonne école, pas de réduction de la pauvreté. Donc, je termine en disant que certes, les défis économiques sont énormes, les besoins des citoyens sont infinis, les ressources sont limitées. Et à ce titre-là, comme les ressources sont limitées, il serait intéressant d'améliorer la qualité de la gouvernance économique avant de s'attaquer à la réduction de la pauvreté. Avant de poursuivre, nous allons suivre ce reportage sur le portrait du président Alassane Ouattara et on se retrouve juste après pour discuter des défis qui l'attendent. À tout de suite.
Le président ivoirien Alassane Ouattara a été réélu ce 27 octobre 2025 pour un 4e mandat avec 89,77% des suffrages. Selon les résultats provisoires de la CEI, ses rivaux, Jean-Louis Billon et Simone Gbagbo, ont obtenu respectivement 3,9% et 2,42% des voix, avec un taux de participation de 50,10%. Au pouvoir depuis 2011, Alassane Ouattara, 83 ans, brigue ce 4e mandat dans un contexte politique marqué par l'absence d'une opposition solide, une réélection symbole de continuité pour le RHDP. Chaque génération de notre pays a eu à affronter ses propres défis. Pour nous, le défi majeur, après la grave crise que notre pays a traversée, fut de remettre la Côte d'Ivoire sur la voie de la stabilité, de la sécurité, de la paix et du développement. En 2021 et 2024, l'économie ivoirienne a figuré parmi les plus dynamiques d'Afrique, avec une croissance moyenne de 6,5%. Premier producteur mondial de cacao, le pays d'Afrique de l'Ouest a massivement investi dans les infrastructures. Mais derrière ces performances, les inégalités régionales et un taux de pauvreté de 37,5% rappellent les limites du modèle. Le président réélu devra miser sur une meilleure redistribution, l'emploi des jeunes et la modernisation du secteur agricole pour rendre la croissance plus inclusive. Nous avons décidé d'encourager le mérite, de promouvoir les talents et de créer les conditions d'épanouissement pour nos élites de demain. Bâtir l'avenir, c'est aussi préserver notre histoire, nos traditions et notre patrimoine culturel. En 2020, la Côte d'Ivoire a fait face à une menace terroriste au nord, exigeant un renforcement sécuritaire et une coopération régionale durable. Sur le plan politique, le président Ouattara devra restaurer la confiance, dialoguer avec l'opposition et préparer une transition apaisée. Pour rappel, la validation définitive de ces résultats provisoires transmis au Conseil constitutionnel devrait se faire dans un délai de 7 jours par le Conseil, seul habilité à trancher d'éventuels recours et à proclamer les résultats définitifs. C'était le sujet portrait du président Alassane Ouattara. Alafé Ouakili, quelles seraient les premières actions concrètes à mener par le président face à ces défis? Non, il faut consolider la sécurité, la stabilité conservée depuis le 25 octobre qui reste menacée parce que les partis politiques n'ayant pas participé à l'élection n'ont pas encore énoncé, ils n'ont pas encore pris acte. Ils disent ne pas reconnaître l'élection, donc il y a toujours une sorte de menace qui plane. Et l'on va vers les législatives et on se demande dans quel contexte cela va se dérouler. Il y a eu une réunion de la CI ce matin. On voudrait savoir les partis politiques qui ayant participé. Donc le premier défi est de maintenir le pays dans la paix et dans la stabilité. Et puis cela passe par une volonté de toutes les parties de renouer le dialogue. La question de fond qui se pose, c'est avec qui l'opposition veut dialoguer? Avec le président du 3e mandat ou le président du 4e mandat? Parce que le 4e mandat est en cours, il n'est pas reconnu, le président n'étant pas reconnu, je pense qu'il ne devrait plus avoir de dialogue avec lui en principe. Donc, à un moment donné, il faut mettre de l'eau dans son yamakouji, je dirais, et puis essayer de prendre en compte la réalité qui est là et avancer sur cette base en sortant des positions radicales. Sur la question de la sécurité, je voudrais préciser que certains commentateurs déplorent qu'il y ait eu 44 000 agents de sécurité pour l'élection. Mais en 2020, c'était 35 000. Il y a eu plus d'électeurs, la population s'est accrue, il y a plus de bureaux de vote. Où est le problème? Qu'il y ait 44 000 cette année contre 35 000 et 37 000 ou 37 000 en 2020. En 2015, on était à peu près à 30 000, 35 000. Et en 2010, il y avait l'ONUCI qui avait environ 10 000 éléments. Il y avait l'ONUCI qui avait 10 000 éléments. S'ils étaient là pour l'élection, ils ont sécurisé l'élection. Et puis, il y avait les forces nouvelles dans leur zone. Il y avait une armée mixte entre Abidjan et puis Bouaké. Donc, c'est à peu près la même chose. Je ne vois pas d'où vient cette polémique-là sur la présence des forces de défense et de sécurité, des forces de sécurité
par rapport à la sécurisation de l'élection, alors que l'un des plus grands défis était de créer les conditions pour que l'élection se tienne d'une part, et que l'autre défi, c'est de maintenir cette stabilité-là et cette paix dans le pays en faisant le moins de dégâts possible avec les forces de défense et de sécurité qui ont choisi l'anticipation, la discussion, le dialogue avec les contestataires. Et ça fait que souvent, ces éléments-là se font avoir parce que l'objectif n'est pas de faire un usage immédiat de la force sans avoir eu à échanger avec les contestataires, les manifestants. Merci pour ces points, Alafé Wakili. Boubacar Koné, quelle action concrète pour répondre aux besoins urgents des citoyens, notamment les besoins sociaux et économiques? Après ces élections, je pense qu'en dehors du fait qu'il faut rassembler toute la classe politique à un dialogue inclusif, il faut penser aussi à l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. Il faut aller à l'industrialisation de nos matières premières. On est autour de 7% pour le café-cacao et 30% pour l'anacarde. Il faut poursuivre cet élan de transformation parce que nos matières premières sont volatiles au marché international qui dépend des acheteurs véreux qui décident eux-mêmes combien ils doivent acheter nos matières premières. Donc il faut les transformer. Et en dehors de ceci, il faut aussi amener les autorités traditionnelles et religieuses à raffermir, à avoir confiance, à étouffer les tensions, les velléités de tension. Et puis, bien entendu, si le président était élu avec près de 4 millions de personnes, ce n'est pas seulement pour les 4 millions, mais c'est pour les 30 millions d'habitants. Alors, il faudrait qu'il étale la richesse sur tout le pays et sur toute la population en n'excluant pas les jeunes et les femmes. Michel Betta, malgré les progrès économiques, une majeure partie de la population vit encore sous le seuil de la pauvreté. Quelle stratégie pour réduire considérablement la pauvreté de votre point de vue? Oui, un des grands défis auxquels le président élu devra faire face, disons-le, il n'aura pas le souci de ceux qui l'ont calangué. S'il était un Don Melo qui était arrivé, les Ivoiriens auraient compris qu'il faut attendre qu'il puisse s'installer, qu'il puisse mettre sa machine en place. Mais le président est là depuis 15 ans. Donc on suppose que dès qu'il est élu, il doit s'attaquer à certaines priorités, notamment, comme l'a dit mon co-débatteur, l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, c'est une des priorités sur laquelle il ne faut plus tarder. Vous savez, on est à près de 70% de la population, quand on l'estime, de 18 à 35 ans, jeunes. Donc, quand on est à ce niveau-là, l'emploi est une nécessité, pas même une priorité, mais une nécessité, un droit. Il faut trouver les mécanismes pour employer le maximum de nos populations jusqu'à ce que, dès maintenant, il faut les trouver. Et la deuxième chose, c'est on parle de plan sécurité. La sécurité, c'est vrai qu'il y a des pays qui ont d'énormes problèmes de terroristes autour de nous, mais il faut faire en sorte que la sécurité au plan interne soit réelle. Et ça passe par un dialogue forcément avec les forces vives de la nation. On dit, nous avons passé les élections, mais à quel prix? Parce qu'il faut comptabiliser les dégâts, il faut comptabiliser les prisons, il faut comptabiliser les morts. Et tout cela, pourquoi? Parce que certains se sont sentis à un moment donné ne pas être inclus dans le jeu politique. Une classe importante des populations. Donc, tout cela, il faut en venir à réparer cela. Parce que moi, je pense qu'on ne doit même pas tarder. Il faut y aller. Dès maintenant, il faut appeler les forces vives au dialogue pour qu'on ne donne pas l'impression que, comme le président a dit, le chien aboie, la caravane passe. Le chien ne peut pas le chien ne va pas toujours aboyer. Un jour, il va arrêter la caravane. Il faut veiller à ce que la caravane ne s'arrête pas et puisse passer toujours pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Vraiment, moi, je pense que les priorités sont là et sont dans les mains du président élu. Il faut qu'il les applique. Christophe Kwame, quel mécanisme pour améliorer les conditions de vie des ménages? Premièrement, il faut donner information aux citoyens que depuis une quinzaine d'années, la croissance économique est forte et elle tourne autour de 6%. Ce qu'il faut aujourd'hui, il faut que cette croissance économique se transforme en bien-être social et que les ménages, comme vous venez de le dire, sentent leur situation s'améliorer, c'est-à-dire la baisse de l'inflation. L'idée générale de tout ça
est qu'il faut des réformes. Je donne 2 exemples. Par exemple, vous avez l'agriculture qui reçoit depuis 30 ans autour de 3% du budget national. Tous les gouvernements qui sont venus mettent 3% du budget national dans l'agriculture. Cependant, l'agriculture seule se débrouille et elle pèse 23% du PIB. Donc, il faut corriger cela. Premier point. Deuxième point, nous avons les réformes fiscales. Tout le monde le sait, les rapports le disent. En Côte d'Ivoire, vous avez jusqu'à 80% de l'économie qui est dans l'informel. Donc vous voyez la marge. Il y a 20% qui est dans le formel et c'est les 20% qui sont fiscalisés. Le mécanisme de tous les gouvernements qui sont passés avant M. Ouattara était soit d'augmenter la fiscalité interne dans le pays ou aller à l'extérieur prendre de l'argent qui devient une dette. Nous pensons que le président Ouattara, élu à une majorité de 89,77%, a les coups franches pour faire cette réforme qui est tellement impopulaire qu'avant lui, ses prédécesseurs, personne n'a voulu faire cette réforme. Donc nous encourageons le président de la République à faire cette réforme fiscale pour que la Côte d'Ivoire respire. Et je vais terminer par quelque chose qu'on ne met pas dans la balance, mais qui est très importante. Et avant de mettre dans la balance, je vous donne 2 exemples. Nous avons l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale et nous avons le Ghana tout près de nous ici. L'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, a créé ce qu'on appelle les fondations allemandes. Friedrich Ebert, Friedrich Naumann, Konrad Adenauer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éduqué de manière civique et électorale tous les citoyens allemands et aujourd'hui, plus de guerre, les élections se passent. Le Ghana, après 1000 coups d'État, le président Jerry Rawlings a créé la Commission nationale d'éducation civique. Je ne sais pas si vous êtes informés, il y a à peine 1 an, le Ghana a fait une élection présidentielle. Aucun pays de l'Afrique de l'Ouest n'en a été informé parce que l'éducation civique pèse lourd. Donc nous pensons que le président qui a déjà commencé avec Ben Brinso, où il y a un site là-bas, peut-être doit créer ce qu'on appelle ici une autorité administrative indépendante qui va s'occuper de l'éducation civique de manière permanente dans les 31 régions. Donc nous pensons que ces 3 points-là, s'ils rentrent dans le débat, plus d'autres points bien sûr, nous pourrons aller en consolidant l'acquis actuel parce que déjà les racines sont là, il y a la croissance qui a été maintenue, qui est vigoureuse, qui tient la route et on pourra transformer cette croissance-là en bien-être des populations. Alafi Wakili, le pays vise une réduction du taux de pauvreté à moins de 20% d'ici 2030. Quel paradigme pour atteindre cet objectif? Il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, je pense que une des premières choses, c'est d'arriver à sortir de l'agenda et du tempo politique. 1. 2, gagner aussi ce qu'il y a comme une sorte de refus de l'impunité sociale et économique au niveau politique. Parce que quand les gens commettent des infractions, des exactions au niveau social, au niveau économique ou dans la vie de tous les jours, ils sont sanctionnés, quel que soit leur statut. Il faut qu'on ait cette culture au niveau politique. Ça va faciliter les choses au niveau de la société. Il y a un artiste d'envergure qui fait un accident, on le prend, on le met à la macar. Il y a un footballeur peut-être célèbre ou quelqu'un qui a de la notoriété, qui commet des infidélités à la loi, il est sanctionné. Je pense que ça doit toucher les politiques. Ça, c'est un élément important pour avancer dans ce qui a lieu de faire. Et je veux aussi souhaiter que nous ayons des populations qui aient les mêmes comportements qu'elles ont lorsqu'elles sont hors de Côte d'Ivoire. On a des Ivoiriens, quand ils sont en Europe, ils respectent les lois. Quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils ne respectent plus les lois. Pourquoi? C'est important au-delà de ce que le gouvernement doit faire. La population doit, comme il a dit, parlant d'Allemagne, les Allemands le respectent, mais les Ivoiriens en Allemagne, vous verrez, ils sont corrects, comme tous les Allemands. Mais quand un Ivoirien va se retrouver en Côte d'Ivoire, il va oublier tout ce qu'il a appris en Allemagne, aux États-Unis, au Canada ou en France, et puis il va chercher à ruser avec la loi dans le pays. Moi, je ne mets pas souvent la pression sur les gouvernants. Je pense qu'ils doivent appliquer, mais ils sont souvent dans des calculs électoralistes, tous les gouvernants, mais c'est aussi à chaque citoyen, au-delà des gouvernants, d'agir pour améliorer son bien-être et conserver la crédibilité et aussi
la solidité de son pays. C'est un effort individuel à faire. Boubacar Koné, quel mécanisme pourrait freiner justement cet objectif-là de réduire le taux de pauvreté à 20% d'ici 2030? Ben, je pense que rien ne peut arrêter le président Alassane Ouattara, tel qu'il est motivé d'après son slogan pour avoir une nation forte. Je pense que une grande Côte d'Ivoire, voilà. Et donc je pense qu'il a les leviers, on a dit 89,77%, c'est pas rien. Donc logiquement, tout est en main pour qu'on ait une économie très forte, même aller au-delà des 6%. Seulement, je voulais ajouter que la Côte d'Ivoire, comme l'a dit Alafé, est un grand pays. Et des gens qui savent, qui ont l'esprit de nation, même ceux qui ne sont pas contents aujourd'hui, je peux mettre ma main au feu comme certains, qui vont revenir en eux-mêmes et aller de l'avant, dans le même sens, pour que le pays ait un autre visage après les élections. Seulement, comme a dit Alafé, on ne respecte rien en Côte d'Ivoire. On ne respecte pas nos lois. Je ne dis pas au niveau politique seulement, même les individus, quitte à aller dans les rues. Quand vous voyez dans les rues des gens qui jettent des ordures n'importe où et qui ne sont pas punis, quand vous voyez des automobilistes rouler d'une certaine façon sans être punis, et même les piétons, quelquefois, qui pensent qu'ils ont tous les droits et qui sont sur les routes, hein, quand bien même ils ne devaient pas être là, mais ils se disent on me voit. Donc ici, le problème en Côte d'Ivoire, c'est le respect des règles, c'est le respect des lois. Et l'impunité zéro doit prospérer en Côte d'Ivoire, qu'on soit politique, qu'on soit civil, qu'on soit un élément quelconque de la société, il faut punir. Et c'est à partir de là qu'on va éviter de retomber dans nos travers. Michel Betta, réaction? Oui, moi, je pense que la responsabilité d'une Côte d'Ivoire forte et prospère incombe à tout un chacun. Chaque citoyen doit prendre sa part de ce développement-là. C'est pourquoi l'éducation citoyenne est une des bases de notre développement commun. Parce qu'on ne peut pas penser que le développement sera l'affaire de l'élite seulement. Il faut que le citoyen lambda prenne en compte sa personnelle responsabilité dans le développement de cette nation-là. C'est vrai que notre pays, aujourd'hui, on le vante souvent, il a les chiffres de 7% de croissance, 6 à 7% de croissance, l'une des plus fortes économies de l'Afrique de l'Ouest. Mais la répartition de cette richesse-là, vous l'avez dit dans votre élément, est un élément crucial de ce développement-là. Parce qu'il faut faire en sorte que les régions, vous avez vu pendant la campagne électorale, on a entendu des personnes dire, si vous ne votez pas, votre région sera abandonnée, sera laissée pour compte. C'est des choses, c'est l'esprit nation qui doit nous habiter et non pas ces discours sectaires qui montrent que la disparité régionale n'est même pas une priorité au plus haut sommet de l'État. Parce que c'est ça, il ne faut pas laisser des régions sous prétexte que là on ne nous a pas voté, là on nous a voté. Toutes ces questions-là, moi je pense que c'est vrai que les élites ont une grande responsabilité, mais il faut que les élites aussi soient sanctionnées. Quand on va commencer à sanctionner là-haut, je pense que les populations en bas pourront mieux apprécier leurs responsabilités. Et je vais plus loin pour dire, ben, écoute, il faut continuer l'éducation sur les réseaux sociaux parce que c'est ensemble que nous arriverons à atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. C'est-à-dire, quand le président dit une grande nation, ce n'est pas lui seul qui fera cette grande nation. C'est ensemble que nous ferons cette grande nation-là. Christophe Kwame, intéressons-nous au volet sécuritaire. Le nord du pays a subi depuis 2020 des attaques djihadistes. Quelle stratégie pour maintenir justement la sécurité intérieure, surtout dans les zones vulnérables? Alors, nous venons de faire un séminaire sous-régional avec tous les pays du Golfe de Guinée, au Bénin, organisé par les Nations Unies sous l'égide du PNUD, relativement justement à la sécurité régionale. Au cours de cette rencontre, il a été question pour chaque pays de se coordonner. L'idée générale est que aucun des pays pris individuellement ne peut bloquer la menace djihadiste. Donc, on a retenu globalement que, premièrement, la première priorité est que tous les pays fassent une institutionnalisation frontalière du combat contre le djihadisme, c'est-à-dire la coopération internationale.
Deuxième recommandation forte, c'était l'amélioration de la gouvernance. Il a été question de chefs de communautés rurales qui nous ont annoncé que dans leur communauté, quand les djihadistes arrivaient, ils donnaient 300 000 francs CFA, bien sûr, plus une moto aux jeunes. Donc, tous les représentants des ministres de l'Intérieur qui étaient présents, plus le ministre de l'Intérieur du Bénin, tout le monde a pris bonne note d'une recommandation majeure d'augmentation de la qualité de la gouvernance locale pour contrer le terrorisme et l'insécurité. Ensuite, il y a eu la gouvernance démocratique de la sécurité. Je rappelle le Conseil national de sécurité en Côte d'Ivoire qui travaille là-dessus avec son représentant. J'annonce aussi que j'ai été membre pendant 18 mois du Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire. Et à ce titre-là, on a retenu ces éléments-là. Donc, il y a la coopération transfrontalière, il y a l'amélioration de la gouvernance et il y a la consolidation de la paix locale à travers les communautés, les chefs de communauté et le dialogue interreligieux. Donc, voilà un certain nombre d'éléments que la Côte d'Ivoire déjà a mis en place dans le Nord. Et j'annonce aussi que la Côte d'Ivoire, justement, a lancé un programme de gouvernance, d'amélioration de la gouvernance dans le Nord et de l'amélioration de l'utilisation des services dans le Nord de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà un certain nombre d'éléments qui ont déjà commencé avec le gouvernement sortant. Et nous pensons que le président actuel, qui a vraiment tous les leviers pour la continuité de cet axe sécuritaire, va pouvoir le mettre en place pour freiner l'avancée des djihadistes, je dirais, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Alafé Ouakili, quel mécanisme pour le renforcement de la sécurité aux frontières ivoiriennes? Ce mécanisme-là, il y a 2 ou 3 actions. Il y a l'action technologique et technique avec les équipements qui sont renforcés, des moyens de contrôle efficaces. Il y a la sensibilisation et l'écoute avec les populations frontalières, ça fait 2. Et puis, il y a aussi des actions entreprises pour lutter contre la paupérisation parce que quand il y a la pauvreté, les populations sont fragiles et peuvent être des relais des djihadistes. Donc, pour l'instant, ça réussit à la Côte d'Ivoire, les mesures mises en place réussissent, de sorte que c'est de l'extérieur, c'est des incursions qui sont faites de l'extérieur pour venir. Alors que dans les autres pays frontaliers, les djihadistes ont réussi à s'incruster et à collaborer d'une certaine façon avec les populations. Donc il y a un mélange, ce qui rend souvent difficile le travail des forces de sécurité dans ces pays, indépendamment des choix et des options qui ont été réalisées. Chez nous, pour l'instant, ça va, et c'est ces actions combinées-là qui permettent de résister pour l'instant à la menace, qui est une menace d'une guerre asymétrique, parce que l'État a des grands moyens, souvent pour faire la guerre conventionnelle. Mais les terroristes, ils viennent à mobilette, à vélo, ou bien sans grands moyens. Et voilà, mais voyez-vous comment ils sont. Oui, voyez-vous comment ils sont en train de paralyser le Mali. Alors que le Mali a des armes lourdes, il a des grands moyens, mais il est là impuissant face à une stratégie terroriste choisie. Et c'est ça, il faut prier vraiment qu'un pays ne soit pas entraîné dans ce genre d'action-là. Parce que le terrorisme, on en parle, il n'est pas qu'aux frontières. Et on vient de constater que le terrorisme peut se déporter à l'intérieur de nous par des volontés extrémistes, par des attitudes radicales, visant à sortir du jeu démocratique normal, ou parce que l'on pense avoir raison, plus raison que les autres, et que tous les moyens seraient bons pour parvenir à nos objectifs. Et il y a aussi ce terrorisme-là dont on n'a pas été à l'abri ces temps-ci avec la tentative d'incendie à Jacquesville sur une plateforme de gaz, avec des actions ayant consisté à arrêter des camions sur des routes ivoiriennes. Tout ça, c'est du terrorisme. On peut penser que le terrorisme, c'est seulement le djihadisme qui se déroule à nos frontières, mais nous sommes menacés par plusieurs autres formes et figures de terrorisme et nous devons faire très attention à chacun à son niveau. Comme il a dit, la lutte contre la pauvreté et un certain nombre de choses, c'est
en chacun de nous. Il a parlé des réseaux sociaux. Tout cela sont des vecteurs à bien aussi regarder dans la lutte contre le terrorisme parce que c'est des relais qui propagent souvent des informations dans ce sens-là visant à faire la propagande d'agissements terroristes. Merci. Boubacar Koné, réaction en quelques secondes. Oui, je voulais abonder dans le même sens qu'elle a fait. Le terrorisme, ce n'est pas ce visage d'ange qui ressemble au Peul, qui a sa moto et une Kalachnikov. Il y a aussi des terrorismes déguisés. Il y a le terrorisme sur les réseaux sociaux, parce que tout ce qui est violence sur les réseaux sociaux, ça fait partie aussi du terrorisme. C'est ça l'objectif. Et donc, je pense qu'il faut une éducation de base. En toute chose, il faut une éducation. Il faut insérer dans le programme un certain nombre de valeurs à nos enfants. Ce n'est pas, comme on l'a dit, Beta et moi, on le disait avant l'émission, ce n'est pas de chanter les louanges du chef, mais il faut donner une éducation de base, une éducation civique normale sur l'éducation électorale, sur le comportement à avoir. Il faut renforcer ce programme-là pour que dans quelques années, on n'ait pas ces différentes formes de terrorisme. Michel Beta, pour terminer là-dessus. Oui, c'est vrai que d'aucuns ont proposé toutes sortes de solutions militaires et autres, éducatives et tout ça. Moi, je me suis posé une fois une question simple. J'ai dit, mais qui sont les terroristes? Pourquoi on n'en discuterait pas? Voyez-vous, on n'en discuterait pas avec eux. Parce que, voyez-vous, quand je regarde un peu, je dis, on a eu ici une rébellion. Mais à un certain moment, on a été obligé de discuter avec cette rébellion-là parce qu'elle avait un visage. Mais il faut donner un visage souvent aux terroristes pour trouver les voies et moyens d'en discuter et puis de voir comment on peut les maintenir dans une certaine proportion. Parce que, comme on le dit, le terroriste, on pense qu'il n'a pas de visage, mais il a forcément un visage. Pour ma part, il doit avoir un visage et ce visage-là, il faut le déterminer pour pouvoir renforcer le dialogue. C'est aussi un pan de cette négociation avec le terrorisme. Parce que quand on regarde le terrorisme, il est plus présent chez nous ici, dans l'Afrique de l'Ouest, qu'ailleurs. Plus, quand je dis plus, je ne dis pas qu'il n'est pas présent ailleurs. On voit des actes terroristes en France, on voit des actes, mais on ne voit pas leur présence permanente, comme ici on le voit en Afrique de l'Ouest, ici, au Burkina, au Mali, au Niger. Ils y sont. Mais attendez, allons les voir. Voilà. Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de l'Africa Newsroom. Christophe Kwame, analyste politique, expert en gouvernance démocratique et politique publique, merci d'avoir été présent. Alafé Wakili, fondateur du quotidien Intelligent d'Abidjan, merci d'avoir été là. Boubacar Koné, analyste politique, merci d'avoir été là. Michel Beta, merci d'avoir été là, fondateur du quotidien Le Bélier. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de ce ANR sur toutes nos plateformes et sur l'application MyAfrica 24. Les formations continuent sur Africa 24.